Bonjour, nous sommes le vendredi 24 octobre 2014. Et ce dont je voudrais vous parler, c'est de mon intervention hier sur Euronews. Le fait que j'étais en studio avec Madame Audrey Tilve à commenter l'arrivée des participants au sommet européen. Et alors, c'est un peu pour quelqu'un comme moi qui pose un regard critique sur la manière dont on envisage les choses. C'est un petit peu casse-gueule parce que les questions qu'on vous pose, c'est par exemple, voilà. Ils vont se mettre d'accord sur une diminution de 40% d'émissions de CO2 d'ici 2025. Est-ce que vous croyez qu'il serait possible de se mettre d'accord sur un compromis à 37%? Et là, alors là, vous êtes obligé d'avoir l'air de ne pas jouer le jeu puisque vous répondez d'emblée en disant, ben écoutez, j'aimerais qu'on me prouve d'abord que les 40 une diminution de 40% assurerait la survie de l'espèce à la surface de la planète. Alors là, on vous regarde en disant, bon, est-ce qu'il va jouer le jeu ou est-ce qu'il va pas jouer le jeu? Et alors quand la question est la suivante, c'est est-ce qu'on peut imaginer pour les pays, par exemple, qui utilisent encore le charbon de manière massive, qu'ils échangent leur droit carbone contre la possibilité qui leur serait offerte et qui serait une chose merveilleuse. C'est pas dit, mais c'est mis entre parenthèses, c'est-à-dire de faire plutôt du nucléaire. Et alors là, vous êtes obligé de dire est-ce que la question qu'on pose, c'est pas simplement celle de la survie de l'espèce et que d'échanger un danger abominable contre un danger colossal, est-ce que c'est une bonne chose? Et de poser la question sur le nucléaire et de dire comment est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'on va garantir que dorénavant les ingénieurs qui font un calcul sur le risque associé à un tremblement de terre soient dans le même bureau que ceux qui font le calcul pendant ce temps-là sur un tsunami, pour qu'ils se mettent d'accord sur le fait que ça puisse se produire ensemble. Ou bien qu'on me montre dans le calcul le facteur qui représente la possibilité d'erreur humaine, parce qu'on ne le met pas. Parce que l'erreur humaine étant impossible par définition, puisqu'un ingénieur ne peut pas la mesurer, on ne peut pas la mettre dans l'équation. Et que du coup, ça nous fait des... si vous regardez la carte sympathique qu'on nous a montrée en France, pour nous montrer que si on dessine avec un rayon de 80 km autour des centrales nucléaires, les zones qui ne seraient pas contaminées, eh bien, il reste quelques endroits en France où on pourra encore vivre. À condition, bien entendu, que le nuage ne se dépasse pas davantage que 80 km et qu'un certain nombre d'autres conditions soient respectées. C'est vrai, il faut faire sauter le cadre dans lequel on vous pose les questions. Même chose quand on vous dit, apparemment, le déficit moyen pour les pays européens, il est passé de 9,2% du PIB à 9,6%. Est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave, etc. Et vous êtes obligé de dire, écoutez, vous savez, pour commencer un calcul de déficit ou de dette par rapport au PIB, ça n'a aucun sens pour commencer, puisqu'on ne sait pas quel est le système fiscal qui se trouve derrière, et que dans le cas de la zone euro, eh bien, il n'y a pas de système unifié, et que par conséquent, on ne sait pas à quel nombre de recettes ça correspond par rapport aux dépenses qui sont faites, et par conséquent, on ne peut pas poser la question dans ces termes-là. Et par ailleurs, tout cela, cette comparaison de chiffres, se font dans le cadre du pacte de stabilité, de la règle d'or, qui est fondée sur une erreur mathématique et sur une erreur logique, qui a été mise par l'Allemagne dans sa constitution, et qui veut dire qu'on ne comprend pas ce que c'est un taux d'intérêt. Les gens n'ont pas l'air de comprendre que quand il y a récession, quand il y a risque sur l'économie, ceux qui vont prêter de l'argent vont demander une prime de risque supplémentaire, c'est-à-dire que le rendement demandé sur la dette publique va augmenter pendant que la croissance baisse, c'est-à-dire que le problème est posé de telle manière qu'il est absolument insoluble et que la question qu'il faut poser donc, c'est comment est-il possible, ça c'est la vraie question à poser, comment est-il possible que les représentants de la Troïka, Banque Centrale Européenne, Fonds Monétaire International, Commission Européenne, comment se fait-il qu'il n'y ait personne à l'intérieur de ce système qui comprenne ce que c'est un taux d'intérêt? Parce que s'il y avait la moindre personne qui comprend ce que c'est un taux d'intérêt, les problèmes seraient posés autrement. Voilà, il faut faire sauter à tout moment le cadre dans lequel on vous pose les questions. Sinon, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Sinon, il faut aussi accepter de refuser de répondre à certaines questions. Il faut le dire à l'avance, parce que devant la caméra, c'est pas une bonne chose.
Mais il faut dire, quand la personne vous dit, est-ce qu'on peut discuter de la question de savoir si quand les 300 milliards que Monsieur Juncker propose de constituer en paquet pour aide au développement technologique, etc. Est-ce que s'il y a transfert ou garantie vis-à-vis de la Banque européenne de développement, est-ce que c'est ou d'investissement, pardon, est-ce que c'est une bonne chose ou non, et de dire non, écoutez, moi je réponds pas à les questions de cet ordre-là. C'est du bon, je vais pas dire comme ça, mais enfin c'est du pinaillage technique sur des choses dont on sait qu'elles vont pas se passer de toute manière. Et là, il faut simplement dire, je voudrais garder mon temps d'intervention pour répondre à des questions plus intéressantes que celles-là. Voilà. Alors la question c'est est-ce qu'on vous réinvitera un jour si vous faites sauter comme ça, si vous changez les règles du jeu au moment où on vous interroge. Alors il y a des satisfactions à ça. Par exemple, une satisfaction que j'ai eue, c'est un jour en intervenant à ce soir ou jamais, c'est de sortir du studio et de se faire applaudir par les techniciens qui sont là. Ça fait vraiment très plaisir. C'est peut-être la raison pour laquelle on m'invite plus depuis 2 ans, alors qu'on m'invite à un rythme assez accéléré avant. Alors voilà, on brûle parfois ces ponts de cette manière-là. Et c'est la satisfaction aussi que la jeune stagiaire qui est là et qui vous regarde quand vous avez fini et qui dit ça se décoiffe par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Là vous parlez de choses qui répondent aux préoccupations des gens. Et alors elle vous explique qu'elle est stagiaire, mais qu'elle est stagiaire ici et là depuis 3 ans, parce qu'elle voudrait être journaliste, et puis il n'y a plus de poste de journaliste, et qu'alors, il y a 3 ans, quand elle a posé sa candidature quelque part, ils étaient 100 à répondre pour un poste qui se créait, mais que depuis, il y a eu deux promotions. Alors, il y a 1 an, ils étaient 200 pour un poste, maintenant ils sont 300 pour un poste. Et alors quand vous expliquez comme ça devant la caméra que le problème du travail et de l'emploi est très très mal posé et que la question c'est pas de création d'entreprise grâce à des déductions fiscales qu'on leur fait, alors là, la jeune stagiaire, elle comprend ce que vous dites. Et c'est ces gens-là finalement à qui on s'adresse. Je veux dire, c'est les gens qui comprennent, qui savent ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Et ça me fait penser à cette remarque de Max Planck qui disait on convainc personne. Les adversaires de vos idées finissent par mourir de vieillesse. Et les jeunes qui ont compris tout de suite ce que vous disiez, eh bien ceux-là, ils continuent et c'est eux qui les remplacent. Voilà. Alors, je crois que c'est une bonne note sur laquelle terminer pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.